Tivaouane. Une chaleur sèche embrassait les murs ocres de la vieille maison familiale. Les pigeons tournoyaient au-dessus du minaret comme s'ils récitaient des vers invisibles. Au loin, le chant du muezzin flottait entre les maisons, porté par un vent timide, presque respectueux. L'air sentait la poussière, les souvenirs et le ndambé mijoté chez la voisine. Yacine, les bras croisés contre son sac, observait la porte en bois. Elle n'avait pas changé. Le même bois gratté, les mêmes clous rouillés, la même poignée en fer forgé qui grinçait quand on la tournait. « Nakan Gadef, ma fille ?» souffla une voix douce derrière elle. Elle se retourna. Mame Kumba, sa grand-mère, fine comme une flamme, l'accueillait avec ce sourire qui cachait 1000 douleurs. Le pagne attaché haut sur sa poitrine, les bras frêles mais fermes, elle tendit la main. Yacine se jeta dans ses bras. Un moment suspendu, 2 générations, 2 âmes et un océan d'histoires tues. Tu sens toujours le fond de Tiakri. Toi, tu sens le parfum des non-dits. Elles rirent, un rire nerveux, émouvant, presque fragile. Dans la cour sablonneuse, le grand baobab jetait une ombre parfaite. Sous lui, un banc de pierre où son grand-père s'asseyait pour réciter ses chapelets. C'est là qu'il lui racontait l'histoire de Kerserigne, la maison fondée sur la bénédiction d'un saint homme et la trahison d'un cousin jaloux. Mais ce jour-là, Yacine ne cherchait pas les contes. Elle cherchait un regard. Ibrahima. Il arrive à la prière de Maghrib, comme toujours, droit, digne, le visage à moitié dissimulé par le turban blanc, les yeux baissés par humilité. Mais quand il vit Yacine au fond de la cour, son pas ralentit. Une fraction de seconde. Juste assez pour que son cœur rappelle. « Assalamu alaikum !»« Wa alaikum salam !» répondit-elle, les yeux accrochés aux siens. Un silence, puis un sourire. Celui des gens qui ont partagé trop de souvenirs pour dire des banalités. « Tu n'as pas changé. » Toi non plus. Toujours ce regard qui évite, mais qui voit tout. Il baissa les yeux. Elle s'approcha doucement. Ils ont fixé la date. Il hocha la tête lentement. Après le Maoulid, mon père a dit que c'était le bon moment. Un frisson lui traversa l'échine. Elle détourna le regard. « Et toi, tu crois que c'est le bon moment ?» Ibrahima releva la tête. Son regard était triste, mais déterminé. « Ce n'est pas à moi de croire, c'est à moi d'obéir. » Yacine sentit ses yeux brûler. Elle voulut parler, hurler, briser le silence, mais elle se contenta d'un soupir. Elle détestait cette docilité chez lui, cette manière d'accepter, de plier, de se soumettre au poids des ancêtres. Elle murmura « Et moi, tu m'obéis ou tu m'oublies ?» Il ne répondit pas. Mais son regard valait 100 poèmes. Il la regarda comme on regarde une étoile qu'on ne pourra jamais atteindre. Et il s'éloigna. Cette nuit-là, Yacine n'arriva pas à dormir. Le chant des grillons se mêlait au bourdonnement de ses pensées. Elle sortit dans la cour, pieds nus, et s'assit sous le baobab. Elle glissa la main sous la pierre fendue à côté du banc. La lettre y était encore. Froissée, abîmée, mais intacte. « Je t'attendrai, même si on me marie, même si le monde m'arrache à toi, je t'attendrai. » Elle serra le papier contre elle. « Tu n'as plus besoin d'attendre, cette fois je vais me battre. » Et quelque part dans le silence de la nuit, le baobab frémit. Le lendemain matin, la lumière filtrait à peine à travers les volets en bois rongés par le sel et le temps. L'appel à la prière du Fajr venait tout juste de se taire. Les coqs s'étaient tus. C'était cette heure où le monde hésite encore entre le rêve et l'éveil. Yacine fixait le plafond de sa chambre d'enfance. Les fissures formaient des lignes qu'elle aimait relier comme des constellations, petites. Elle en connaissait chaque angle, chaque craquement, chaque tache d'humidité. Pourtant, ce matin-là, tout semblait étranger, comme si la maison elle-même avait changé de peau en son absence. Elle se leva, pieds nus sur le carrelage froid. La lettre d'Ibrahima était sous son oreiller, froissée, injuste. Dans la cour, Mame Kumba arrosait les plantes. Elle murmurait des prières en balayant du sable imaginaire. La vieille femme avait cette manière de faire des gestes inutiles pour garder le silence vivant. « Mam, Nangadef, ma fille ?» Tu savais, n'est-ce pas, pour Ibrahima, et cette fille qu'il va épouser. Un souffle. Mame Kumba s'arrêta, posa son arrosoir. Le poids de la vérité faisait trembler ses mains ridées. Je savais, oui, mais ce n'est pas à moi de juger. Les marabouts ont leurs alliances, leurs décisions. Parfois, nos cœurs doivent s'incliner. Et toi, tu t'es incliné toute ta vie ? Le regard de Mame Kumba se durcit. Elle tourna lentement la tête vers sa petite fille. Moi, j'ai enterré mon amour la veille de mon mariage.
et j'ai vécu. Toi, tu crois que l'amour est plus fort que le sang et la religion? Tu vas apprendre. Dans l'après-midi, Yacine sortit marcher. Elle voulait fuir l'air lourd de la maison. À Tivaouane, les rues semblent toujours marcher avec toi. Les gens te saluent avec des yeux pleins de jugement doux. Les murs parlent. Elle croisa Amadou, le tailleur du coin, qui lui fit un clin d'œil. « Toi aussi tu reviens quand le Maoulid approche, hein? Tu vas prier ou tu viens chercher un mari ?» Elle lui répondit par un sourire ironique. « Je viens chercher ce qu'on m'a volé. » Il ne comprit pas, mais il rit, comme on rit pour chasser le malaise. Elle descendit jusqu'au marigot sacré, là où les enfants ne devaient pas jouer, là où les anciens disaient que les djinns se reposaient à l'ombre des grands arbres. C'est là qu'elle le vit. Ibrahima, assis, seul, en train de tracer des lignes dans la terre avec un bâton. Il avait ce visage qu'ont les hommes qu'on oblige à être des piliers trop tôt. « Tu n'es pas censé être chez ton futur beau-père ?» Il releva la tête, surpris. Puis il soupira. « Yacine, tu vas vraiment te marier avec elle ?» Un silence. Il se leva, les yeux fuyants. Ce n'est pas une question d'envie, mais de devoir, d'obéissance, de sacrifice. Ibrahima, depuis quand tu vis pour les autres? Il la regarda enfin, droit dans les yeux. Depuis que mon père a été frappé par un AVC et qu'il ne peut plus guider la communauté, depuis que mon frère a fui en France, depuis que tout repose sur moi, et depuis que toi, tu es parti. Ces mots frappèrent comme des tambours dans le cœur de Yacine. Je ne suis pas parti, Ibrahima. Je suis allé vivre, étudier, respirer. Mais toi, tu as préféré t'enraciner dans des chaînes. Il serra les poings. Tu crois que c'est facile pour moi? Tu crois que je dors la nuit? Je t'ai aimé, Yacine. Je t'aime encore. Mais ici, on ne vit pas pour l'amour. On vit pour l'honneur, le nom, le ndigel. Elle s'approcha, tout près, si près qu'il pouvait sentir son parfum, la même senteur que celle de leurs étés partagés sous le baobab. Alors moi je vais vivre pour deux, même si tu te caches derrière ton nom, moi je me battrai, pour toi, pour moi, pour nous. Ibrahima la regarda comme un homme qui se noie mais refuse la main tendue, et il s'éloigna. Encore. Cette nuit-là, dans la chambre obscure, Yacine ne trouva pas le sommeil. Elle se leva. Les murs de la maison respiraient. Elle ouvrit l'armoire ancienne, celle où sa mère rangeait ses boubous. Au fond, elle trouva une boîte, une vieille boîte de métal rouillée. À l'intérieur, une photo en noir et blanc d'un homme inconnu. Une bague en argent et une lettre, jaunie, écrite à l'encre bleue. « À ma fille, que tu sois libre. Ne laisse jamais un nom te voler ton destin. Yacine, sentit les larmes couler. La vérité avait toujours été là. Dans les silences de sa mère, dans les regards de Mamkoumba, dans les rêves brisés qu'on héritait sans les comprendre. Demain, elle parlerait à Sering Demba, le père d'Ibrahima. Pas pour demander, mais pour annoncer. Le vent s'était levé, un vent lourd, chargé de sable et de tension. Dans les rues de Tivaouane, les vendeuses de beignets rangeaient leurs tables plus tôt que d'habitude. Les anciens se saluaient brièvement, sans s'attarder. Quelque chose planait, quelque chose d'invisible, mais de profondément ressenti. Yacine avait noué son foulard avec plus de fermeté ce matin-là. Elle portait un boubou bleu nuit, le même que sa mère portait sur une photo trouvée dans la boîte la veille. Elle allait voir Sering Demba, le père d'Ibrahima. L'homme que tout le quartier respectait, craignait et consultait. Mais aujourd'hui, elle n'irait pas pour consulter. Elle irait pour confronter. Le domicile de Sering Demba se trouvait au bout d'un sentier, à l'écart, entre les manguiers et les murs ocre. Des tapis étaient étalés dans la cour. Des disciples récitaient des versets à voix basse. Un parfum de soum-soum et de feuilles de laurier brûlées flottait dans l'air. Talibé l'accueillit. « Vous voulez voir le marabout ?»« Non, je veux voir le père d'Ibrahima. » Le garçon la fixa, surpris. Mais il partit en courant. Quelques minutes plus tard, Yacine fut invité à entrer. L'air dans la pièce était moite, les murs couverts de tableaux coraniques. Assis sur un matelas bas, entouré de coussins, Sering Demba, l'air affaibli mais digne, observait. Son regard perçait l'âme. « Assalamu alaikum Yacine. »« Wa alaikum salam Sering. » Il montra un coussin. Elle s'assit, long silence. « Tu as le regard de ta mère et la fierté de ton père. » Elle le fixa. « Alors pourquoi vouloir me faire revivre leurs erreurs ?» Il cligna lentement des yeux. Elle sortit la lettre, celle de sa mère. « Elle t'a écrit cette lettre en secret. Tu l'as su.
Et pourtant tu as laissé le silence étouffer son histoire. Je n'ai rien laissé, j'ai protégé l'ordre, l'équilibre, le Ndigel. Le Ndigel ou ta réputation. La pièce sembla vibrer. Un des disciples entra, voulut parler, mais Sering-Demba leva la main, il voulait entendre. Yacine se leva. « Ibrahima ne t'appartient pas. Ce n'est pas une pièce sur un damier, c'est un homme. Et je ne vais pas rester spectatrice pendant que tu le livres à une vie de faux semblants. Tu crois que l'amour suffit? Je crois que le silence tue, et que les âmes qui s'aiment méritent une chance. » Il baissa les yeux. « Ta mère aussi croyait ça, et elle a souffert. Exilée dans sa propre maison, rejetée par les siens. Et toi? Tu as été un homme de foi ou un homme de peur? » Un souffle long s'échappa de sa poitrine. Il semblait vieux tout à coup, fatigué, déshabillé de toute sa grandeur. « Si je te dis que je t'ai toujours protégé, tu me croiras ?» Yacine vacilla. « Protégé de quoi? De la vérité. » Il tendit le bras vers un tiroir en bois. Il en sortit un carnet relié en cuir. « Voici les écrits de ton grand-père. Il y parle de ta mère et de toi. Lis-les, et ensuite choisis ce que tu veux faire de cette histoire. » Quand elle sortit de la maison, le soleil était aveuglant. Elle n'entendait plus les voix des disciples, juste les battements de son cœur. Ce soir-là, dans sa chambre, elle ouvrit le carnet, et tout bascula. Il était écrit « Fatimata a brisé le pacte. Elle a aimé hors du lignage. Elle a porté l'enfant d'un homme sans Ndigel. Cet enfant, c'est Yacine. Elle n'a pas choisi le sang. Elle a choisi l'amour. Et elle paiera le prix. » Yacine sentit ses jambes se dérober. Elle n'était pas seulement une fille indésirable, elle était une malédiction annoncée. Le lendemain, un mot anonyme fut glissé sous la porte. « Rencontre-moi à la tombe de ton grand-père, minuit, ne viens pas seul. » Minuit. Le ciel de Tivaouane était noir comme l'encre du carnet que Yacine serrait contre elle. Pas une étoile, pas un souffle, juste le silence, compact, suspendu, comme si le monde entier retenait sa respiration. Elle sortit discrètement de la maison sans réveiller Mamkumba. Dans sa main, le mot anonyme, la tombe de ton grand-père, ne vient pas seule. Mais elle était seule. Ou presque. Le carnet dans sa main la brûlait comme s'il pesait plus qu'un livre, comme s'il portait une mémoire vivante. Elle traversa la ruelle sableuse, ses pas étouffés par la poussière. Au loin, les minarets semblaient dormir. Le cimetière de Kersering était interdit la nuit. Même les chats évitaient de s'y aventurer. On disait qu'à certaines heures, les morts parlaient, que leurs soupirs passaient entre les tombes comme le vent dans les arbres. Mais Yacine n'avait plus peur. Elle avait mal. Et le mal est un feu qui consume la peur. Elle arriva devant la tombe, une dalle ancienne fendue au milieu. Pas de nom gravé, juste une inscription en arabe. Nul ne fuit l'héritage du sang. Soudain, une silhouette se détacha de l'ombre. Ibrahima. Il portait un grand boubou noir, le visage grave, éclairé par la lueur tremblante d'une lampe tempête. « Tu m'as suivi ?» chuchota-t-elle. « Non, c'est moi qui ai laissé le mot. » Elle serra les dents. « Tu m'espionnes maintenant ? Je te protège. Contre qui ? Mon passé ou ton père ?» Un silence. Profond. Les grillons s'étaient tus. Même la nuit semblait se pencher pour écouter. « Yacine, il faut que tu saches, mon père t'a menti. » Elle le fixa. Ses pupilles dilatées reflétaient la flamme tremblante de la lampe. « Sur quoi ? Ta mère n'a pas été exilée. Elle a fui. » « Non, pas seulement. Elle a fui parce qu'elle portait quelque chose qu'ils n'ont jamais voulu que je voie. » Il sortit un objet de sous son boubou, une chaînette en argent minuscule, mais ornée d'un pendentif. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une photo minuscule. Un homme, une femme et un nourrisson. « C'est toi, Yacine, et lui, c'est mon oncle, le frère maudit de mon père. » Le sol sembla se dérober sous elle. « Ton oncle et mon père ?» Il hocha lentement la tête. Ils ont voulu effacer son nom. Il était contre leur tradition. Il refusait les mariages arrangés. Il disait que la foi ne devait jamais écraser l'amour. Alors ils ont banni. Et quand il est tombé amoureux de ta mère, ils ont tenté de briser leur union, par tous les moyens. Yacine sentit son cœur battre contre sa cage thoracique comme un tambour de guerre. « Tu veux dire que toi et moi ?» Non. Aucun lien de sang. Il n'était pas mon père. Juste le frère de mon père. Mais c'était lui que j'aimais comme un modèle. Et c'est lui que j'ai perdu. Il tendit la chaîne vers elle. Je devais te la rendre. Elle est à toi. C'est ton histoire maintenant.
Elle prit l'objet, il était tiède, comme s'il battait encore. Autour d'eux, le cimetière était vivant. Non pas de bruit, mais énergie. Les ancêtres veillaient. Yacine, tu es prête à tout affronter? Même les vérités les plus dures, même ta famille, le quartier, le Ndigel? Elle planta ses yeux dans les siens. Je suis prête à brûler le monde s'il refuse que j'aime. Il baissa les yeux. Un frisson dans l'échine. Il s'approcha. Alors, écoute-moi bien, mon père prépare une cérémonie. Ce vendredi, il va annoncer officiellement mon mariage. Mais j'ai un plan, une seule nuit, une seule chance. Sois prête. Elle hocha la tête. Je serai prête pour moi, pour ma mère, pour toi. Et sous la tombe silencieuse, le vent se leva. Un vent ancien, un vent de changement. Vendredi. Le ciel était clair, d'un bleu trop pur pour refléter les tempêtes à venir. La maison de Sering-Demba était en effervescence. Des tapis étendus dans la cour, des marmites géantes sur les feux, des disciples affairés à repeindre les murs. Tout devait être parfait. Ce soir, l'annonce du mariage d'Ibrahima serait faite. Mais Ibrahima n'était pas là. Il était dans une petite chambre au fond de la demeure, le dos contre la porte, le regard perdu dans le vide. Sur le lit, un sac noir à moitié rempli. Il y avait rangé quelques vêtements, un Coran et une photo de lui et Yacine prise l'année de leurs 14 ans, assis tous les deux sous le baobab, les pieds dans le sable. Son cœur battait comme un tambour de guerre. Il ne fuyait pas seulement un mariage, il fuyait un système, un héritage empoisonné. Pendant ce temps, Yacine était chez Mame Koumba, les mains tremblantes alors qu'elle pliait un boubou blanc. « Tu vas vraiment faire ça ?» demanda la vieille femme. « Si je ne le fais pas, je me perds. Ce n'est pas juste pour lui, Mame. C'est aussi pour moi, pour maman, pour toutes celles qu'on a forcées à se taire. Mais tu vas les défier en public, en pleine cérémonie. Justement, il faut que tout le monde voie, que le silence s'écroule devant les regards. » Mame Koumba posa ses mains sur les siennes. « Alors prends ça. » Elle sortit une bague ancienne, sertie d'une petite pierre bleue. Elle appartenait à ta mère. Elle l'a portée le jour où elle a fui. Elle voulait la donner à sa fille. Maintenant, c'est à toi. Yacine sentit ses yeux brûler. Elle prit la bague, la mit à son doigt et respira. Le soleil commençait à descendre. Les invités arrivaient par dizaines. Tivaouane vibrait au rythme des tambours sabars. Les griots chantaient les louanges du marabout et bénissaient l'union à venir. Mais un murmure circulait déjà. « Où est Ibrahima? Pourquoi le marié n'est-il pas encore sorti? » Et la mariée, on ne la voit pas non plus. Sering-Demba, immobile sur son fauteuil, scrutait la foule d'un œil inquiet. Il sentait que quelque chose échappait à son contrôle. Il le sentait dans l'air, dans ses os, dans ses prières interrompues. Yacine arriva, pas habillé comme une invitée, habillé comme une vérité. Boubou blanc, turban doré, pieds nus. Elle traversa la foule sans peur, ses yeux ancrés dans le regard du vieux marabout. Les tambours s'arrêtèrent. Le silence tomba comme une pierre dans un puits. « Où est Ibrahima ?» demanda Sering-Demba. Et comme une réponse, il apparut, du fond de la foule, en boubou noir, le visage découvert, le regard clair. « Je suis là. » Il se posta aux côtés de Yacine, la prit par la main. « Je suis venu annoncer moi-même que ce mariage n'aura pas lieu. » Une rumeur de stupeur secoua la foule. Des femmes étouffèrent des cris. Des disciples voulurent intervenir, mais Sering-Demba les arrêta d'un geste. « Ibrahima, tu veux m'humilier? Non, je veux être libre. Je veux aimer. Et je veux que ce quartier voie que l'amour n'est pas un crime, qu'on n'éteindra plus jamais nos cœurs au nom des alliances. » Il se tourna vers Yacine. « Devant tout le monde, je choisis toi. » Les larmes roulèrent sur ses joues. Elle hocha la tête. « Et moi, je choisis moi. Et je te choisis toi. » Ça, Sering-Demba se leva lentement. Il vacilla, un disciple l'aida. « Vous avez détruit ce que nous avons bâti, mon fils. Tu brises la chaîne. Peut-être qu'il était temps qu'elle soit brisée. » Ce soir-là, le quartier ne dormit pas. Des palabres éclatèrent, des voix s'élevèrent. Certains bénirent le courage du couple, d'autres jurèrent que la honte couvrirait leur lignée. Mais Yacine et Ibrahima, eux, avaient pris feu. Et rien ne pouvait arrêter deux âmes qui brûlent ensemble. Le jour s'était levé, mais Tivaouane avait changé de visage. Plus personne ne marchait à l'aise dans les ruelles. Les regards se faisaient furtifs, les salutations rares.
Dans les maisons, les chuchotements avaient remplacé les rires. Même le vent semblait marcher à pas de chat. Ce que Yacine et Ibrahima avaient fait la veille n'était pas un simple refus de mariage. C'était un séisme. Chez Sering Demba, le silence était lourd, trop lourd. Le vieil homme restait cloîtré dans sa chambre, entouré de ses livres et de ses souvenirs. Aucun disciple n'osait lui poser de questions, aucun fils non plus. Son aîné, Sheikhouna, arrivé dans la nuit depuis Kaolack, avait été convoqué. Un homme dur, rigide, au regard tranchant. « Tu as laissé ton frère salir notre nom. »« Non, père. Tu as laissé ton silence faire de lui un esclave du devoir. Il s'est libéré. »« Et tu cautionnes ça ?»« Je ne cautionne rien, mais je comprends. Et toi, tu devrais le comprendre aussi. Car ce qu'il a fait, tu as voulu le faire un jour, mais tu as eu peur. La gifle ne vint pas. Pas cette fois, car même la main de Sering Demba tremblait désormais. Dans la maison de Mamkumba, l'air n'était pas plus léger. Des voisines entraient et sortaient sans demander, certaines pour féliciter discrètement, d'autres pour critiquer sournoisement. Mieux vaut une fille morte qu'une fille honteuse. Le Ndigel, c'est sacré. Elle l'a piétiné. Elle a mis le feu dans le quartier. Mais Yacine restait droite. Debout dans la cour, un balai à la main, elle balayait, non pas le sable, mais le jugement. Ibrahima arriva peu avant midi. Essoufflé, visage fermé, il portait un sac en bandoulière. « Je dois partir. » Elle le fixa sans trembler. « Partir où ?»« Kaolack. Un cousin m'offre un poste dans une école. Je dois m'éloigner un temps, leur laisser le temps d'avaler. Et moi, tu m'éloignes aussi. Non, je t'épargne. Ne m'épargne pas, Ibrahima. Aime-moi jusqu'à l'inconfort, jusqu'à la rage, jusqu'au feu, pas à moitié. » Il s'approcha, l'embrassa sur le front. « Je pars une semaine, peut-être 2, mais quand je reviendrai, ce ne sera plus en fuyard. » Elle acquiesça, mais son cœur lui hurlait. « Et si tu ne reviens jamais ?» Les jours passèrent, et Tivaouane trembla plus fort encore. Un jeune talibé osa un jour dire que l'histoire de Yacine lui avait donné du courage. Il fut envoyé au village, sanctionné. Un groupe de femmes organisa une réunion de soutien pour la fille du baobab, mais le quartier leur tourna le dos. Les anciens du quartier se réunirent dans une dahara. Ils parlaient d'exil, de rupture, d'exemple. Mais une nuit, un message anonyme fut peint sur le mur de la mosquée. Le vrai péché, c'est le silence. Yacine, elle, tenait bon. Chaque jour, elle sortait, droite, digne. Elle écrivait, dans un carnet, les souvenirs, les douleurs, les noms, les regards. Elle couchait la mémoire sur papier comme un acte de résistance. Un soir, elle alla sous le baobab, la lune était pleine, le vent doux, elle s'assit sur le banc de pierre, ferma les yeux et entendit une voix. « Tu veux toujours brûler le monde ?» Elle se retourna. Il était revenu, pas plus riche, pas plus fort, mais plus clair. « Je veux qu'on le reconstruise à 2, dit-elle. Il lui tendit une enveloppe. Un contrat de location. Une maison à Dakar. Petite, modeste, mais assez grande pour toi et moi, et tous nos rêves. Elle prit l'enveloppe, la serra contre son cœur et sourit pour la première fois depuis des semaines. Dakar. La mer claquait contre les rochers de la corniche et le vent transportait l'odeur des poissons, des gaz d'échappement et des rêves en transit. Yacine ouvrit la porte de la petite maison à Wakam. 2 pièces, une terrasse, un toit de tôle. Rien d'extraordinaire. Mais pour elle, c'était une victoire. Un espace à elle, à eux. Sans Ndigel, sans héritage, sans mur trop ancien. On va devoir repeindre, on va devoir te reconstruire. On est prêt. Ibrahima sourit. Il partageait les tâches, préparait le petit déjeuner en riant, faisait la lessive à la main. Yacine s'était inscrite à un atelier d'écriture féministe à Sikap Baobab. Ibrahima enseignait dans une école franco-arabe à Han Maris. Chaque soir, ils s'endormaient dans les bras l'un de l'autre, libres mais fatigués. Et pourtant, un courant discret commençait à serpenter entre eux. Le choc de la réalité. Dakar, c'était la mer, oui. Les opportunités, peut-être. Mais c'était aussi les fins de mois tendus, les voisins indiscrets, les bus pleins et les mains moites, les regards qui jugent, même sans la parole. Un jeudi soir, en rentrant de son atelier, Yacine trouva Ibrahima assis sur les marches de la maison, le visage fermé, son téléphone à la main. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Mon père, il a été hospitalisé. » Silence. « Je dois aller le voir. Tu veux que je vienne avec toi ?»« Non, il ne t'a pas pardonné, il me l'a dit. »
Elle hocha la tête, mais à l'intérieur, quelque chose se fendilla. La semaine qui suivit, il passa 3 jours à Tivaouane. Yacine resta seule, elle écrivit. Beaucoup, des textes courts, des cris en prose, des lettres jamais envoyées. Elle les appelait ses pages de survie. Le soir du 3e jour, il rentra, fatigué, silencieux. « Tu ne veux pas en parler ? À quoi bon ? Parce que je suis là. » Il haussa les épaules. « Tu es là, mais t'es pas de là-bas. Tu comprends ? Une phrase, une lame. » Elle se leva, le regard noir. « Je suis pas de là-bas, c'est vrai, mais j'ai sacrifié mon confort, mon image, mon nom pour être ici, avec toi. Ne me renvoie pas à ce que j'ai fui. » Il se leva aussi. « Je suis fatigué, Yacine, de me battre, de devoir justifier chaque souffle que je prends. Alors pourquoi t'es revenu ? » Silence. « Parce que je t'aime. Mais peut-être que l'amour, ce n'est pas toujours suffisant. » Cette nuit-là, ils dormirent dos à dos. Mais le lendemain matin, elle se leva avant lui, prépara le petit déjeuner, déposa une enveloppe sur la table. À l'intérieur, un billet d'entrée pour sa première lecture publique, prévue le dimanche suivant. Son texte s'appelait « Les filles qui ne se courbent pas ». Le dimanche arriva. Elle s'habilla en blanc, un foulard enroulé comme un soleil. La salle était modeste à l'Institut français de Dakar. Des jeunes, des vieux, des étrangers, des Dakarois, des Tivaouanois, et Ibrahima, au fond. Quand elle prit le micro, sa voix tremblait. Puis elle lut « Ils ont bâti leurs règles sur nos silences, ils ont codé nos vies dans les ombres, mais un jour, une fille s'est levée. Pas pour crier, juste pour dire non. Et ce jour-là, le monde a commencé à changer. » Elle leva les yeux. Ibrahima pleurait. Après la lecture, il l'attendit dehors. « Je ne mérite pas ton courage. Alors marche avec moi et méritons-nous ensemble. » Il la prit dans ses bras, et dans le chaos de la ville, dans le bruit des klaxons, des voix, des jugements, ils étaient deux. Debout. Un jeudi matin. Le ciel de Dakar était lourd, menaçant. L'odeur de la pluie flottait suspendue, comme si la ville elle-même attendait quelque chose. Yacine venait de finir son atelier d'écriture. Elle marchait dans les rues de Fanhoque, son carnet sous le bras, quand son téléphone vibra. Appel manqué. Numéro inconnu. Puis un SMS. « Je suis devant chez vous. » Elle s'arrêta net. Elle s'érignait Demba. Quand elle arriva à la maison, elle le vit, assis sur le banc devant le mur bleu écaillé, vêtu d'un grand boubou blanc, un chapelet entre les doigts. Plus maigre, plus voûté, plus humain. Elle s'approcha. « Tu m'as retrouvé. Je ne t'ai jamais perdu, c'est toi qui es parti. » Elle resta debout. Lui, assis, ne bougea pas. « Pourquoi tu es là ? » ?»« Pour te rendre ce qui t'a toujours appartenu. » Il sortit de sa poche un petit carnet rouge, relié en cuir, usé, presque brûlé sur les bords. « C'est de ton père. » Yacine sentit sa gorge se serrer. Je croyais qu'il était effacé, rayé, un fantôme. Non, il avait juste été étouffé. Par moi, par nous. Elle ne répondit pas, il continua les yeux vers le sol. « Ton père, Moussa, n'était pas un homme ordinaire. Il pensait différemment, trop différemment. Il parlait d'amour libre, de femmes à égalité, de traditions à revisiter. Pour nous, c'était de la trahison. » Il releva la tête. « Et puis, il t'a eu, avec ma sœur, ta mère, et j'ai eu peur. Peur de ce que cela allait faire à notre nom, à notre lignée. » Yacine, en larmes, recula. « Alors tu les as fait fuir, tu l'as brisé, tu as tué ce que tu n'as pas compris. » Il ne nia pas. « Oui, mais je suis venu aujourd'hui parce que je suis en train de mourir et je refuse de partir sans que tu saches. » Sans que tu aies ce carnet. Dedans, il parle de toi, de ta naissance, de ses rêves et d'un serment qu'il avait fait sous le baobab. Il lui tendit le carnet. « Je suis désolé, Yacine. » Elle prit l'objet, le serra. « Mais ne dis rien. Les mots ne suffisent pas toujours. » Avant de partir, il ajouta « Tu crois m'avoir vaincu, mais en réalité, tu m'as réveillé. Tu es la voix que je n'ai jamais eu le courage d'être. » Et il s'éloigna, lentement, le vieil homme et son passé. Ce soir-là, Yacine lut le carnet dans la lumière tremblante d'une bougie. « Si un jour tu lis ces mots, sache que tu es né de la lumière, pas de la honte. Tu es ma victoire. Et même si le monde t'effraie, marche. Car derrière chaque silence, il y a une voix qui attend que tu l'éveilles. » Elle pleura. Pas de tristesse, mais de reconnaissance. Le lendemain, elle accompagna Ibrahima à une conférence sur l'éducation et les traditions. Elle y prit la parole, improvisant. « Je suis la fille d'un homme qu'on a fait taire, mais aujourd'hui je parle pour deux.
Pour lui, pour moi, pour toutes les voix enterrées vivantes sous le poids de l'honneur. Applaudissements. Dans le public ferma les yeux. Il comprenait enfin. L'amour, ce n'est pas seulement protéger, c'est laisser briller. La pluie tomba cette nuit-là, mais pas sur leurs têtes, sur leurs racines. Le taxi filait sur la nationale. Les baobabs défilaient de chaque côté comme des sentinelles silencieuses. À l'arrière, Yacine tenait la main d'Ibrahima, ses doigts mêlés aux siens, comme un pacte. Sur ses genoux, le carnet rouge de son père. Contre sa poitrine, une lettre de Sering Demba, écrite 2 jours après sa visite, signée d'une écriture tremblante mais digne. Revenez, non pour vous excuser, mais pour écrire avec nous ce que nous n'avons jamais su dire. Tivaouane, après tant de mois, paraissait différente. Petite, plus dense, mais aussi plus vulnérable. Les rues semblaient les observer, pas avec colère, mais avec un mélange d'attente et de curiosité. Ils s'arrêtèrent devant la maison de Mame Koumba. La vieille femme les attendait, debout dans la cour, un pagne noué haut, le visage durci par l'émotion. « Vous avez pris le temps. Le courage mûrit lentement, » répondit Yacine. Elle les prit dans ses bras, longuement, puis elle murmura « Le baobab vous attend. » Le soir même, ils se rendirent à la mosquée centrale où Sering Demba avait convoqué les anciens du quartier. Une réunion exceptionnelle, inédite. La salle était sobre, des tapis au sol, des coussins adossés au mur, du thé brûlant, des regards pesants. Quand Yacine et Ibrahima entrèrent, le Sering Demba était là, affaibli, mais droit. Il fit signe à Yacine de parler. Elle s'avança, son cœur tambourinait dans sa poitrine, mais ses pas étaient sûrs. « Je ne suis pas ici pour me justifier, ni pour me faire accepter. Je suis ici pour honorer une mémoire et réparer un silence. » Elle sortit le carnet rouge, le leva devant tous. Ce carnet, c'est la voix d'un homme qu'on a voulu effacer. Mon père. Moussa, il parlait d'amour, de vérité, de réforme. On l'a traité d'ennemi, mais il était un fils de cette terre, comme moi, comme Ibrahima. Alors ce soir, nous ne demandons pas pardon. Nous apportons une pierre nouvelle pour reconstruire ensemble. Les anciens chuchotèrent, certains hochèrent la tête, d'autres détournèrent les yeux. Ibrahima se leva à son tour. Je suis le fils de Sering Demba. J'ai fui ce nom, j'en ai eu honte, mais aujourd'hui je veux en hériter autrement. Non pas comme un fardeau, mais comme une mission. Je veux enseigner ici, écrire ici, servir ici. Pas pour imposer, mais pour relier. Un vieil homme, El Hadj Maodo, ancien compagnon de Sering Demba, prit la parole. Vous avez du courage, mais le courage n'efface pas la douleur, il la transforme. Ce que vous proposez, c'est nouveau, c'est risqué. Mais c'est peut-être nécessaire. Sering Demba alors se leva. Sa voix était basse, mais elle portait. Je vous ai fait taire, moi. J'ai brisé. J'ai banni. Aujourd'hui, je choisis d'écouter. Et si mon dernier acte de chef est d'ouvrir une porte, alors je la laisse grande ouverte. Ce soir-là, Tivaouane ne célébra pas, mais Tivaouane respira. Et c'était déjà beaucoup. Dans la nuit, Yacine et Ibrahima retournèrent sous le vieux baobab. Elle s'assit sur le banc. Lui aussi. Ils restèrent longtemps sans parler, puis elle dit en regardant la lune « Et si on construisait une école, pas une école pour enseigner seulement, mais pour transmettre ce qu'on a vécu, une école d'éveil, d'identité, de courage ?» Il la regarda admiratif. « Et on l'appellera ?» Elle sourit. « L'école du baobab rouge. » Ils se prirent la main, et cette fois, ce n'était plus un serment d'amour, c'était un serment d'héritier. 2 ans plus tard, Tivaouane avait changé, pas brutalement, pas bruyamment, mais comme une vieille maison qu'on nettoie pièce par pièce en laissant entrer la lumière. Les anciens n'étaient plus tous là, certains avaient quitté ce monde, d'autres avaient ouvert les yeux, et dans le quartier, on chuchotait différemment. C'est là que la fille de Moussa a bâti son école. Tu sais, celle qui a parlé devant les anciens? Son mari est prof de sciences, elle enseigne la parole. L'école du Baobab Rouge était modeste. 3 classes, une bibliothèque, un jardin planté de goyaviers et au centre, un immense baobab plus large que la maison de Mame Koumba. On avait gravé à son pied « Ce qui pousse dans l'ombre éclaire mieux que l'arrogance du plein jour ». Yacine s'occupait des ateliers. Écriture, conscience, mémoire, liberté. Chaque jeudi, elle réunissait les filles du quartier, âgées de 10 à 18 ans. Elles écrivaient des textes, racontaient leur quotidien, questionnaient les règles,
reformulait les silences. Ibrahima, lui, enseignait les mathématiques et les sciences. Il avait trouvé sa paix dans la pédagogie, son feu dans la patience. Mais certains jours, il s'asseyait au fond de la salle de Yacine, juste pour l'écouter. Et pour se rappeler pourquoi ils avaient commencé. Un matin de mai, une vieille silhouette entra dans l'école. Sering Demba a amaigri, soutenu par Sheikhouna. Il s'assit sous le baobab. Les enfants le regardèrent, curieux. Mais aucun ne parla, car tous savaient. Yacine s'approcha. « Tu veux dire quelque chose ?» Il hocha la tête, faiblement. Sheikhouna l'aida à se lever. Il tendit la main à Yacine. Elle la prit. « J'ai été le gardien d'un mur. Tu en as fait une porte. Et je veux que tu saches que ton père, Moussa, m'avait demandé une seule chose avant de partir. Protège-la de ce que je n'ai pas su combattre. J'ai échoué, mais tu t'es protégé toi-même. Et aujourd'hui, tu protèges les autres. » Les enfants écoutaient, les yeux grands. « Je peux partir en paix, car désormais ce quartier ne t'appartient pas, il t'accompagne. » Il déposa un chapelet en perles de jujubier dans ses mains et s'assit de nouveau. Ibrahima arriva, il posa une main sur l'épaule de son père, et pour la première fois en 40 ans, ils se regardèrent sans rancune. Le 14 juin, un événement fut organisé. La journée de la parole transmise. Des enfants lisèrent leurs textes devant les familles. Une fille de 12 ans, Bayang, déclama « Ma grand-mère me disait que les femmes de notre sang devaient baisser les yeux. Moi, j'ai levé le regard. Et j'ai vu ma maîtresse, Yacine. Alors j'ai compris qu'on avait le droit d'être grande. » Les larmes de Yacine coulèrent sans honte. C'était la première fois que quelqu'un la citait comme une racine. Elle retrouva Ibrahima sous le baobab. Ils s'assirent, comme au premier soir. Mais désormais, leur silence n'était plus des douleurs. C'était des victoires. « Et maintenant ?» demanda-t-il. « Maintenant, on continue, jusqu'à ce que notre histoire soit une légende et que plus personne n'ose l'oublier. » Il l'embrassa sur le front, et le baobab, comme à chaque moment décisif, frémit doucement dans le vent. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, liker et surtout, continuez l'aventure avec nous.